Bienvenue à cette émission spéciale dédiée à l'événement politique de l'heure au Bénin, le vote de la révision constitutionnelle portée par deux députés, Hassan Seibou et Aken Atondé, respectivement du BR et de l'UPR, les deux principaux partis pro-présidentiels, partis de la majorité. Le projet initial portait la création d'un Sénat gardien d'une trêve politique de 4 ans sur les 5 du mandat présidentiel. À l'arrivée, après le vote, la Constitution a été abondamment modifiée avec à la clé un allongement de tous les mandats électifs à 7 ans. 15 articles nouveaux, 18 modifiés. Alors, question. Révision constitutionnelle du 15 novembre 2025. Que comprendre de ces modifications? Nous recevons pour avoir des éclairages l'honorable Orden Aladatin, député UPR, président de la commission des lois du Parlement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous, M. Sono. Plaisir, mais je sens encore la fatigue sur votre visage. Ouais. Pardon d'avoir écourté votre repos, vous n'avez sans doute pas assez dormi. Merci d'avoir accepté à chaud cet exercice d'éclairage au lendemain de ce vote intervenu au cœur de la nuit, dans des conditions critiquées par les députés de l'opposition qui ont crié à la manipulation du vote, vote qu'ils considèrent comme un vote qui a été marqué par une coupure d'électricité, un vote qui trouble aussi l'opinion. Vous avez sans doute suivi nos éditions de nos journaux. L'opinion reçoit un peu difficilement, en tout cas avec des craintes, des angoisses, le vote de cette révision constitutionnelle. En tout cas, il n'y a pas eu d'accueil enthousiaste, massif, sinon mitigé. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est de nous éclairer sur les conditions dans lesquelles le vote est intervenu. Les députés de l'opposition, aussitôt après le vote, ont indiqué qu'il y a eu une variation dans les résultats du scrutin. Tantôt on entend 108 votants, tantôt 109. Qu'est-ce qui s'est passé au détour de la coupure d'électricité, honorable Orden Aladatin? Merci, M. Ozias Nouveau. Je serai avec plaisir que nous allons expliquer à nos concitoyens le contenu de la réforme intervenue hier. Mais malheureusement, voilà avec quoi vous m'accueillez. C'est l'actualité aussi. C'est l'actualité. C'est la vie politique. Voilà. Que ne va-t-on pas créer? Qu'est-ce que les démocrates ne vont donc pas inventer pour essayer de couvrir leur plaie, mais qui déjà est puante et déjà c'est connu de plus grand nombre. La coupure, ce n'est pas une invention, à moins que je me trompe, j'en sais rien. Mais la coupure, ce n'est pas pour la première fois qu'il y a eu de coupure d'électricité au Parlement. Et déjà, dans la journée, on a eu quelques coupures. Le temps que le groupe reprenne, au fait. Ça ne dure que ça. Au Parlement, voilà. Donc, ce n'est pas pour la première fois, on a des coupures d'électricité. Mais nous avons un groupe qui prend le relais aussitôt. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois hier. Au total, 4 à 5 fois à peu près. Des coupures intermittentes. Intermittentes dans la journée. Déjà, lorsqu'on était en discussion pour la recevabilité, il y a eu une coupure. Il y a une coupure quand on était en discussion déjà au Parlement pour la recevabilité. Et quand nous avons demandé une suspension après la recevabilité pour que la commission des lois puisse se voir autour donc, de la discussion sur le contenu même de la proposition, il y a eu une coupure pendant qu'on était en commission. Mais nous n'étions pas en train de voter en commission, nous étions en train de discuter. Il y a un ami démocrate même qui a dit, quand il a pris la parole dans la salle, qui a dit pourvu qu'on ne le coupe pas le courant pendant qu'il allait opiner. Il a dit ça, bon, voilà, comme ça, parce que c'était une occasion pour eux de dire... C'était pour vous taquiner ou il avait une crainte réelle? Non, le gouvernement, ce n'est pas une crainte. Je ne crois pas que ce soit une crainte, parce que voilà, les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour quand même au niveau assurer notre sécurité au niveau énergétique. Ce n'est pas encore total, tout le monde le sait, mais le bond est qualitatif par rapport au domaine de l'électricité et de l'énergie. Et donc c'était cette blague-là, à mon avis, que... C'était pour vous chahuter. Chahuter, ce que le collègue était. Ils en ont l'habitude d'ailleurs. Vous avez dit que vous avez donné du courant à tout le monde et voilà.
Donc voilà, pour moi, nous étions donc dans ces blagues-là. Nous discutons beaucoup, parfois c'est la tension, mais nous blaguons beaucoup entre nous aussi. Voilà. Pour ce qui est arrivé, déjà le vote, il y a eu la recevabilité, la commission a opiné, nous sommes revenus avec le texte, la commission a présenté le texte, nous avons discuté autour du texte. Le président de l'Assemblée nationale a donné la parole à tous ceux qui ont voulu l'intervenir et discuter autour du texte, poser des questions de compréhension et tout. C'est cela qui a été fait et suite à leurs préoccupations, président de la commission, nous avons donné quelques éléments d'information et des éléments d'explication et nous sommes passés au vote. Au vote, c'est ça. Le vote a démarré normalement. Au scrutin secret? Au scrutin secret. Nous avons voté d'abord, depuis le matin, le mode de scrutin, parce que c'est la plénière qui est souveraine. Et déjà, à ce niveau, les démocrates ont voulu que ce soit un vote à main levée. Alors que nous sommes les plus nombreux. La mouvance au Parlement, ça fait 58 plus 53 plus 28. C'est ce que la mouvance au Parlement fait. Après, aujourd'hui, nous avons des non-inscrits. Et puis, nous disons qu'il faut un vote secret. Et puis, eux autres, ils réclament le vote à main levée. Quand vous, par expérience, quand vous, dans ce genre de situation, vous demandez le vote à main levée, c'est que vous ne voulez pas que les gens votent selon leur conscience parfois. Parce que vous craignez que les gens vous trahissent. Il y a comme une pression du regard. Il y a une pression. Et que nous avons senti d'ailleurs. Par exemple, au niveau de la commission des lois, le secrétaire de la commission, qui souvent ne s'absente pas, et pour l'étude de ce texte aussi important, moi je ne l'ai pas vu. Pas du tout au Parlement, il n'est pas venu. Je ne sais pas où il est allé. Et d'habitude, parfois, il m'appelle président, je ne peux pas être là, j'étais silent, rien du tout, il n'était pas là. Donc on avait senti donc, cette contrainte d'ailleurs sur les députés. Ils se déplaçaient en bande. Vous en avez compris la motivation, c'est qu'ils voulaient voir ceux qui, dans leur rang, allaient trahir la bande. Donc, allaient trahir, disait-il. Voilà, parce qu'il y aurait eu un marché donc, de bétail où donc, des personnes donc, seraient en train d'acheter des voix des démocrates. Alors, bon, voilà. Mais chacun sait ce qui lui est arrivé. Alors, en tout cas, pour la présidentielle. Pour dire les choses élégamment, ce qui est sûr, il y a eu 90 voix pour... Non, s'il vous plaît, je vais m'expliquer. Parce que vous abordez là une question très sensible et qui touche à l'honneur de tout le monde. D'accord. D'ailleurs, j'ai écouté leurs déclarations et j'espère qu'ils n'iront pas plus loin dans ce qu'ils disent là. D'accord. Donc, c'est en bande qu'ils l'ont fait. Et déjà, ils étaient dans la salle. Ils n'étaient pas les 22 qui devraient être parce qu'il y a eu déjà quelques démissions qui ont démissionné, qui sont non inscrits. Il restait 22. Je vous dis, les 22 n'étaient pas arrivés. C'est peut-être que 2 ou 3 qui n'étaient pas là. Mais ils ont donné 11 procurations. Je crois, j'ai bien compté. Ils étaient 11 dans la salle. J'ai en tête quelque chose qui m'a frappé, qui a attiré mon attention. C'est le président et le vice-président du groupe parlementaire des démocrates, Noureddine Yachade, Éric Rondeté, finit la phase des discussions, des débats autour du texte, et puis ils partent avant le vote. Je me dis, on leur a arraché leur procuration, certainement, comme dans l'habitude. Ils sont venus en convoi à la Sénat, canalisés, pour que voilà. Cette ambiance-là n'est pas une bonne ambiance, il faut le savoir. Ça. Donc, ils ont donné procuration. Les deux têtes. Ils en ont le droit aussi. Ils en ont le droit, mais je le dis, mais il faut la poser une constat. C'est les deux responsables du groupe parlementaire qui partent comme ça. Ils disent, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est leur stratégie, c'est leur logique. Peut-être n'a-t-on pas confiance en eux, et ça, je n'en sais rien, mais ils sont partis. Et puis, on a démarré le vote. Venons au vote. Justement. Le vote se déroule selon nos habitudes. On appelle quelqu'un dans la salle, un anonyme, qui va tirer au sort par quel chiffre il faut qu'on démarre le vote. Je me rappelle très bien qu'il a tiré la lettre F. Et on a commencé par F. On a démarré le vote par F. Moi, je suis A. Donc, les F se sont déroulés jusqu'à Z. Donc, c'est selon les initiales des patronymes. Des patronymes. Donc, arrivé à Z, moi, je me rappelle, j'ai dit à un ami, après Z, c'était A. Moi, j'ai voté. Et puis, donc, on était là, on observait. Et le vote s'est déroulé normalement, presque à la fin du vote.
il restait 2 ou 3 personnes qui n'avaient pas voté. C'était plus nombreux, ceux qui n'avaient pas voté. On a commencé le vote par F et nous étions déjà sur la lettre C, quand il y a encore une coupure d'électricité. C'est quelques secondes, hein, c'est le temps que le groupe reprenne. Naturellement, je pense qu'il y avait M. Dorego qui avait été appelé et qui s'avançait vers la table des scrutateurs quand il y a eu la coupure. Donc il s'est figé net devant la table. Quelques secondes, la lumière revient et puis il prend les bulletins, une enveloppe, il va dans l'isoloir et il marque son choix, il dépose dans l'urne. Et puis après, le dernier, Dossou, je crois, qui va marquer son vote. Ça finit, et puis nous commençons le dépouillement. Comme ça se fait, on renverse le contenu de l'urne sur la table devant tout le monde. Et vous connaissez donc la promiscuité de l'hémicycle. Vivement notre nouveau siège. Donc nous sommes un peu à l'étroit, tout le monde est là. Et puis, les démocrates aussi, hein. Et plusieurs fois de suite, le président de l'Assemblée a demandé aux gens, mais assis, tout le monde voulait voir. Même nous, on se levait parce qu'on voulait suivre de près. C'est un enjeu énorme. Donc. Voilà. Donc, on démarre, on renverse le contenu et on compte les enveloppes. C'est la première opération qu'on fait. Les enveloppes. Dans l'urne, 109 enveloppes. 109. Correspondant à 109 votants. Présents et procuration. C'est ça. D'accord. Je vous ai dit, les démocrates, 11 procurations en plus. Tout le monde a voté. 109 enveloppes. Et on entreprend maintenant de livrer le contenu à la plénière des enveloppes. Donc, quand vous votez pour la révision, vous mettez le vert. Quand vous votez contre, c'est le rouge. Et quand vous vous abstenez, c'est le jaune. Les consignes ont été données, les 3 bulletins ont été remis à scrutin. On a commencé le dépouillement. Le premier bulletin, donc oui, vert. D'accord. On était sur le deuxième bulletin, non, rouge. Les 2 bulletins dans la main donc d'un des scrutateurs. Quand dans la salle, un membre des démocrates réagit pour dire non, le scrutateur ne devrait pas leur obstruer la vue. Parce qu'il était devant la table et a fait dos à la salle. Et puis il a dit de façon un peu violente, hein, quand même, c'était pas très gai. Et au président de l'Assemblée nationale de lui dire, mais disciplinez-vous, ce n'est pas bien. Ce que vous réclamez là, vous pourrez le dire autrement. C'est tout à fait normal ce que vous dites, mais avec ce ton, ne dites plus ça. Il a continué à dire, le président, vous faites ça, je vais vous vider de la salle, ce n'est pas normal. Et je dis que le président de l'Assemblée était très patient, parce que notre règlement intérieur est très clair. Bref, ces petits incidents passés, on a continué. Et puis, on a commencé rouge, vert, bref, avec des pictogrammes au tableau, devant tout le monde. On trace 5. Ça, c'est 4, c'est le pictogramme, on fait 4 et on barre au milieu, ainsi de suite. Et puis, on finit le vote. Je sais que sur la ligne des démocrates, le dernier pictogramme n'est pas centré au milieu. C'est-à-dire que ça fait 4 et puis le trait du milieu, il n'y avait pas ça. On a compté vers le haut. Au niveau des oui, 90. Au niveau des non, les rouges, les traits montrent très bien 19, mais le scrutateur, je dirais par manque de vigilance, il écrit en face des pictogrammes 18. D'accord? Et puis nous, quand le décompte était, nous étions en train de compter, il nous fallait 88 pour que l'adoption soit acquise. Donc, à 88, nous on a entonné l'hymne national. On a entonné l'hymne national. Donc, c'est dans ce brouhaha qu'un démocrate, c'est Kamal. Il détale un peu de son siège et dit, voilà, le vote est biaisé. Nous avons 108 bulletins pour 109 personnes qui ont voté. C'est comme ça qu'il lance. Et donc, à M. Ouinsa, qui est le secrétaire parlementaire qui était au tableau, qui marquait, de lui dire, non, c'est une erreur, regarde les pictogrammes, regarde les traits, c'est très bien 19. Donc, dans ce... Avec la complicité de la régie, on pourrait peut-être avoir une image de...
des résultats. Les résultats, tout le monde l'a eu, tout le monde l'a filmé. Que vous avez bien voulu. Et moi, j'ai filmé. D'accord, moi, je ne savais pas que vous avez. Mais voilà, je vous l'ai envoyé. Voilà, d'accord. Donc, c'est sur le compte de cette erreur d'inscription. Les pictogrammes étaient très clairs, marquaient 19 personnes qui ont voté non, mais en sommant, il écrit 18. Ah d'accord, c'était une erreur de sommation de calcul. Il écrit 18 en face de 19 traits. C'est ça. Mais si vous avez qui était effectivement affiché. Qui était déjà affiché, tracé, et tout le monde décomptait. En principe, dans ce genre de truc, moi j'avais ma fiche aussi, je comptais devant moi. Et certainement qu'il le faisait, il le filmait aussi. Dites-leur de sortir ça. D'accord? Et c'est dans ça là qu'il lance, non, c'est 108. C'est encore pour brouiller le vote. Il sait très bien que c'était 19 et que c'était une erreur. Et puis voilà. Donc il a commencé par faire ce bruit-là et ils sont rués vers l'avant-scène. Ils sont allés à la table. Et dans ce brouhaha-là, il y a encore une coupure. On avait fini le dépouillement. Pendant le dépouillement, il n'y a eu aucune coupure d'électricité. C'est un détail important. Je tenais à vous poser la question. Est-ce que les résultats étaient affichés, mais clairement affichés aux yeux de tout le monde avant la coupure? Clairement affichés. Et quand l'image que je vous ai envoyée, vous allez voir si c'est une photo de noir ou pas. Clairement affichée. D'accord? Et tranquillement, le secrétaire parlementaire a barré le chiffre 18 et a remplacé par 19, qui était le vrai décompte. Et vous allez bien voir que les pictogrammes n'ont pas été barrés. Ce qui conforte en fait le vote effectué par les députés de l'opposition. 19, effectivement, c'est ça? 19, non. Ils sont 22. Ils sont 22. Et c'est pour ça que la terre s'est écroulée sous leurs pieds, au fait. Parce que non, il faut bien voir que, je vous ai dit, député de la mouvance, nous sommes 81. Et la révision ne peut pas être acquise à ce nombre. Bien sûr. Donc c'est très clair. Il faut des votes démocrates. D'abord, il y a les non-inscrits. On vous a dit que c'est 6. Malgré cela... Ça vous fait mise ensemble 87. Ça fait 87. Vous êtes à un point du compte. Et vous n'allez pas nous suspecter de n'avoir pas démarché. De n'avoir pas parlé. On peut dire que vous avez réussi votre coup. De n'avoir pas discuté. Parce que nous voulions ça. Pour le pays, nous le voulions. Et déjà qu'entre eux-mêmes, ils savaient que c'était de l'illusion. C'était de l'opposition à un homme. C'était une fatwa donc, décrétée par le président Yaïboni contre la pensée Talon. Dès que ça vient de Talon, c'est fini. Il faut combattre ça. C'est depuis le début ça a été ça. Naturellement, certains sont en train de découvrir qu'ils ne pouvaient pas continuer donc, dans ces attaques et dans ces problèmes de personnes. Certains croyaient à la vision. Et là-bas, bon, se reprend, certains qui sont frustrés et tout, c'est normal, on comprend. Donc, ils ne pouvaient plus justifier. Encore que ceux qui ont eu les procurations qui sont restés, je suppose que c'est les fidèles des fidèles. Parce que nous avons fait ces jeux-là à l'université. Lorsque vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vous lui arrachez sa procuration et vous le confiez aux fidèles des fidèles. Et 3 personnes parmi les fidèles des fidèles ont voté oui. De vous à moi, il y a beaucoup, on espérait au moins 6. On espérait au moins 6. Bon, vous avez eu quand même un chiffre confortable. On espérait au moins 6. Vous avez eu 90. Et ces résultats, il faut les décrypter. Je crois que le groupe parlementaire, on va se rasseoir pour décrypter. Parce que les 90 que nous avons eus, le chiffre pair qui sort là, ce n'est pas très bon. Et nous, ça nous interroge par rapport à notre propre discipline. Mais je félicite déjà les collègues pour que cette discipline du groupe que nous avons eue. Donc, bref, si on doit être mathématique, à supposer, et je dis bien à supposer, que tous les mouvanciers, c'est-à-dire que BR et UP aient voté, nous aurions été 53 plus 28, ce qui fait bien 81. À cela, vous ajoutez les 6 non inscrits. Ça fait 87. Et donc, dans leur rang, nous en avons eu 3. Ça veut dire que c'est un vote national. Donc, des députés de tous les camps ont adopté la réforme constitutionnelle. Très bien. Alors donc, la révision de la Constitution a été actée à 90 voix pour et 19 contre. On va aller dans le fond. Dans le fond,
D'accord. Au départ, il avait été annoncé la création d'un Sénat et qui serait gardien voilà, d'une trêve politique de 4 ans sur les 5 ans d'un mandat présidentiel. Qu'est-il advenu de cette disposition de la trêve? Marquons un arrêt là-dessus. Non, c'est un élément clé de la réforme intervenue. L'introduction dans notre dispositif du Sénat. Donc là, maintenant, ça fait l'Assemblée au niveau national, l'Assemblée nationale des députés, et donc le cadre du Sénat. Donc ça fait 2 chambres que nous avons. Et cela a été annoncé comme ça depuis les initiateurs de la proposition. Après, ce sont les membres. Nous avons des membres de droit et nous avons des membres désignés. Et j'entends que le gouvernement, c'est le président de l'Assemblée qui a désigné, c'est même venu dans les interrogations en plénière. Mais quand on dit que le gouvernement nomme, le gouvernement nomme une bonne partie de membres de droit. C'est-à-dire que dès que vous êtes ancien président de la République, vous avez droit. Et ce n'est pas un acte que le gouvernement nomme. Donc c'est de fait. Vous avez été ancien président de l'Assemblée nationale, donc vous êtes membre de droit. Vous avez été ancien président, je ne vais pas dire ancien membre, ancien président de l'Assemblée nationale, vous êtes d'office membre de droit. Ancien président de Cour constitutionnelle, vous êtes membre de droit. Mais il faut un acte administratif pour consacrer tout ça. C'est ça la nomination. Mais on dit que ces membres-là ne devraient pas être moins de 25 les membres de la Sénat. Parce qu'il y a les membres de droit, il y a des membres aussi désignés. Au départ, dans la proposition, les chefs d'état-major en exercice devaient siéger. Et c'est au niveau des discussions à l'Assemblée nationale que les députés ont souhaité que ce ne soient pas les personnes qui soient en charge au commandement et que le Sénat pourrait les inviter et les écouter. Parce que vous savez, la menace djihadiste, c'est une préoccupation. Donc c'est pourquoi quand vous dites que le Sénat, c'est pour la trêve, oui, c'est pour faire respecter la trêve, mais il n'y a pas que ça. C'est un rôle de régulateur total par rapport donc, à la politique dans le pays, à l'action publique, et puis un cadre aussi de dialogue. Parce qu'il est mis de ça que sous l'égide du Sénat, qui devrait instituer un pacte de responsabilité entre les partis politiques, dont les partis d'opposition. Tout ce qu'on demande. Un pacte de responsabilité. De responsabilité. Entre les partis de toute la classe politique. De la classe politique. Et qu'est-ce que cela emporte comme engagement, comme exigence, obligation? Mais c'est une invite à la participation, donc au devenir, donc à la destinée du pays. C'est un cadre d'expression. Si votre logique n'est pas le dégagisme, vous venez là pour dire vos pensées, ce que vous pensez être ce qui serait normal pour les problèmes qui nous assaillent et qui sont nombreux. Ce cadre-là, il existe, il est là, sous l'égide du Sénat. Donc, c'est cela, le respect de la trêve aussi. Et puis, l'action publique doit être protégée, d'accord? C'est-à-dire qu'on a l'habitude depuis, quand un président est élu et que nous ne sommes pas d'accord, on peut critiquer, mais on ne propose jamais rien. Parce que la logique qu'il y a derrière la classe politique, parfois, et c'est malheureux, et c'est comme ça que certains perçoivent l'opposition, c'est-à-dire que celui qui vient et qui ne fait pas bien, vous avez de la matière, il n'y a pas de problème. Quand vous venez au pouvoir et vous organisez les scandales comme ICC Service, vous organisez les scandales comme Sensad, vous connaissez le scandale de la Sensad avec Kadhafi, des parapluies qui ont été achetés ainsi de suite, 90 000 et autres. Vous connaissez ça. Un prix affolant. Donc quand vous faites des choses comme ça, il est clair que ce soit critiqué. Ça ne peut pas, voilà. Mais quand quelqu'un vient ne fait pas ça, et des maquettes, vous voyez la métamorphose qu'il y a et qu'on sort, ces personnes-là, si vous les laissez et que vous faites des critiques constructives, dans notre tête ici, en tant qu'opposant, c'est que vous n'allez jamais venir au pouvoir. Donc il faut peindre en noir tout ce qu'il fait, l'acculer au quotidien et l'empêcher de réussir. À la fin, qui en profite? Que le président en exercice échoue et qu'on lui dise qu'il a été incapable. Qui perd? Ce n'est pas lui, c'est le peuple. En vérité, cher honorable, en quoi une critique formulée contre parfois un choix de gouvernance qui peut
être perçue comme erronée, hein, peut-être constitutive cette critique du blocage à l'action du gouvernement qui, par exemple, bénéficie d'une majorité confortable. S'il vous plaît, ce n'est pas ce que j'ai dit. La critique n'est pas interdite. D'accord. Et c'est ce qui est souhaité. En fait, c'est la crainte qui est agitée. Ah non, mais ce n'est pas la crainte, c'est ce qui est écrit. Vous faites bien de nous rassurer. Mais il faut l'expliquer. Très bien. Osia Sonovo, le gouvernement fait un choix. Vous pouvez dire, vous pensiez que tel autre choix aurait été meilleur pour les jeunes du Bénin. Ça. Et que tel que c'est fait, que c'est une bonne décision, mais par contre que ça manque de clarté, ça manque dans tel aspect. On peut aussi dire que ce n'est pas une bonne décision. On peut aussi dire que ce n'est pas... On aurait pu faire autrement. Mais vous ne pouvez pas dire que parce que cette décision est prise par le gouvernement qui vient d'être élu, que pour ça, il doit dégager du pouvoir. C'est la grande nuance. Bon, même si on le dit, on sait... il ne faut pas le dire, surtout quand vous êtes homme politique. Même si on le dit, on le dit dans la perspective des prochaines élections. Les prochaines élections, il y a la période électorale qui se situe depuis les codes africains un peu partout dans le monde. C'est 1 an globalement avant les élections, la période électorale. Et chez nous, le code dit que la campagne, c'est 45 jours. Tout le monde sait qu'on ne respecte pas ces 45 jours. Et le problème s'est posé par rapport aux experts électoraux. À quand est-ce que nous définissons la période électorale? Est-ce les 45 jours de la campagne? Et par extension, vous n'allez pas voir aller au-delà d'1 an avant les élections. Et c'est pour ça, en ce moment-là, vous vendez votre offre. Vous estimez qu'il a eu suffisamment du temps pour appliquer sa vision, pour appliquer la politique, son projet qu'il a vendu, sur lequel il a été élu, sur la base duquel les populations, les citoyens lui ont accordé leur confiance et que vous constatez son incapacité à nous sortir d'affaires. En ce moment, vous rentrez donc dans une logique de campagne, d'alternance et de compétition électorale. Est-ce qu'il n'est pas de bon aloi pour un acteur politique de la scène, politique de chercher à porter l'estocade à son adversaire ou son rival qui a eu la chance d'avoir le suffrage, l'adhésion du peuple électeur à un tournant démocratique et de vouloir faire mieux et donc de le challenger en permanence et de l'amener à toujours faire mieux? Il n'aurait-il pas, à l'aune justement de ces principes, juste énoncé que tout appel à l'insurrection contre l'offre gouvernementale en cours doit être sanctionné? Est-ce que ce n'était pas juste simple d'énoncer l'attrait politique sous ce rapport? Vous dites des choses très graves. Ah. Oui. Quelqu'un est élu sur la base de son projet de société. S'il a l'œil en face, qu'il sait qu'il est surveillé par l'opposition, et que ces travers seront dénoncés, il fait attention. Et ça, c'est souhaité. Mais il peut toujours se tromper. Il devrait faire attention, en tant qu'homme politique, à ne pas se tromper souvent. D'accord. Il peut arriver qu'il se trompe. Vous comprenez? Il n'est pas fait. Vous comprenez? Le Sénat va voir si c'est une faute passagère, un oubli passager, une tromperie. C'est des responsables. C'est pour ça qu'au Sénat, les membres de droit, c'est des personnes qui connaissent le monde politique et qui savent que quand il s'agit d'une erreur, quelque chose dit vite à la volée, quelqu'un qui a bavardé un peu trop fort et très vite, ils peuvent apprécier cela. Mais allons dans l'essentiel de ce qui est souhaité. Vous pouvez donc dénoncer les travers d'un gouvernant. Ce n'est pas interdit. Cela ne vous est pas interdit, il faut le savoir. Mais c'est la contestation de l'action publique qui est prohibée. Exemple, nous avons Glodjibé. Tout le monde sait que Glodjibé se nourrit de matières premières. Tout le monde a dit dans ce pays, nous exportons du coton brut, nous ne voulons pas mettre un tissu industriel en place et tout. Et pour mettre un tissu industriel en place, il faut des opérateurs privés. Ce n'est pas l'État qui investit pour faire ça. Donc, avec la gouvernance, et vous faites des efforts, les investisseurs étrangers commencent par vous faire confiance et autres. Et puis, la politique en place ne leur permet pas d'avoir les matières premières pour nourrir leur usine. Ils investissent des milliards et vous ne mettez aucune politique en place pour leur assurer la pérennité de matières premières. L'approvisionnement, oui. Voilà. Vous avez le soja, vous avez le coton, vous avez tout ça. Le cajou, qu'on ne veut plus exporter dans son état, et puis ils ne trouvent même pas les noix de cajou à acheter. Si on continue, l'usine va fermer et les jeunes qui travaillent
vont rester à la maison. Et les mêmes personnes reviendront dire que vous avez échoué. C'est pourquoi il est de la responsabilité du gouvernement que vous avez élu, qui a mis en place cette politique, d'assurer aux privés qui ont pris des risques la pérennité donc, des matières premières. Et quand le gouvernement prend cette décision, et que vous qui aspirez gouverner ce pays-là, vous allez voir les paysans, et que vous leur dites que ce n'est pas normal, faites sortir les produits. Allez de l'autre côté de la rue, le président de la République, le ministre de l'Agriculture n'a pas le droit de vous empêcher de vendre votre produit où vous voulez. Ça, c'est prohibé. Oui, parce qu'en amont, il y a une mesure. Ça a été prohibé en Côte d'Ivoire. Il y a une mesure. Ça a été prohibé par les gens au Niger. Ça, si vous êtes un responsable pour pouvoir donner de l'emploi ici, il faut prohiber ça. En fait, ce que vous énoncez, pour que cela soit bien clair, c'est quand des mesures allant vers une sorte de souveraineté pour assurer une politique économique qui crée de la richesse et de l'emploi est mise en œuvre, vous n'admettez pas, vous établissez le principe, le postulat qui n'est pas normal, d'accord, qu'une action politique contraire entrave la mise en œuvre de cette mesure-là. Mais c'est ce qu'on dit, c'est pour le pays, c'est pour le développement, c'est pour le bien-être collectif. Mais est-ce que nous devrions... En faisant une analyse critique, j'allais dire à la limite technique, sans doute aussi politique, il y a toujours des arrière-pensées politiques quand ça vient d'un politicien, est-ce qu'une critique qui met en cause la pertinence de telles mesures et fait des propositions alternatives serait recevable? Vous avez dit, vous critiquez et vous faites des propositions alternatives. Mais vous n'allez pas voir les concitoyens bien sûr. pour leur dire de ne pas respecter la mesure qui est déjà en place. C'est de ça qu'on parle. C'est ça la contestation. Il peut arriver que les gouvernants aussi fassent des erreurs, des fautes. Mais vous admettez, vous concevez qu'on peut en discuter des politiques publiques. Mais c'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez critiquer et sous l'égide du Sénat, des discussions devraient pouvoir se faire. Mais pas pousser à l'insurrection. Pour des propositions constructives. C'est bien pour le pays. On ne peut pas demander de ne pas dire que allez, bouche bée, vous n'en parlez pas. Ce n'est pas ce qu'on demande. Et le test de révision ne demande pas cela. Et ça n'empêche pas vous de faire votre travail journalistique, mais avec responsabilité. Et responsabilité. Je ne dis même pas objectivité, ça vous engage, mais je dis responsabilité. C'est aussi un principe déontologique. Je dis responsabilité en tout cas. Ça vous concerne vous. Mais la responsabilité, c'est ce qui est public. Oui, mais vous savez, l'objectivité s'affable dans le coin de la vérité. Et la vérité elle s'impose à tous. À tous, d'accord, mais vous là, c'est les personnels à vous si vous décidez de dire la vérité ou pas. Mais cela dit, ce qui nous engage, nous tous, c'est qu'au cas où vous aurez des déviances, vous devez être prêts à en assumer les conséquences. C'est ça la responsabilité. Alors, vous avez touché aussi, en tout cas, vous avez validé la modification des mandats électifs, tous les mandats électifs, présidentiels, parlementaires et les mandats locaux. Vous les avez allongés à 7 ans. Bon. La démocratie, c'est quoi? La démocratie héritée de la conférence nationale doit devenir efficace. Et sur vos plateaux ici, on a entendu qu'à la conférence nationale, nous n'avons réglé que les problèmes politiques, les questions économiques et consorts. Le politique tient l'économie. Si vous continuez à avoir un système partisan débridé, c'est dans ce milieu que vont se prendre les règles essentielles pour la nation. Si les acteurs ne sont pas responsables, vous ne pourrez pas avoir une politique économique sérieuse. Vous ne pourrez pas prendre des mesures structurelles sérieuses. C'est de ça qu'il s'agit et qu'il faut comprendre. Et les enjeux sont énormes, surtout pour les pays, nous autres au sud du Sahara, où tout est à faire et tout est urgent. Les problèmes d'eau, les problèmes d'emploi, les problèmes d'énergie, tout est urgent. Et prioritaire à la fois. Et prioritaire à la fois. Il faut des arbitrages. Et c'est cela, ça appelle à de la responsabilité. Ça appelle à de l'engagement collectif. C'est vrai que ça appelle à de la critique, mais constructive.
Et c'est ça qu'il faut essayer de bâtir. Combien, s'il vous plaît, de chefs d'État vont venir, qu'on en ait les chances d'en avoir, de si courageux. Le président Patrice Talon a son charisme. Il a sa personnalité. Et vous connaissez sa connaissance du pays. Ça lui a permis de s'en sortir. Mais si demain, pendant que lui, avec tout ce qu'il a fait, nous dit que malgré cela, il faut qu'il parte, vous ne sécurisez un peu la pratique politique. Vous ne protégez pas l'action publique. Ce n'est pas votre âge, mais votre enfant peut aspirer à devenir président de la République au Bénin. C'est pour lui qu'on travaille. Il est admis et c'est consacré. Non, je dis, je ne connais pas votre âge. Bon, d'accord. Parce que vous savez pourquoi? Nous, on a déjà un candidat et le mandat, c'est 7 ans, renouvelable une seule fois. C'est justement l'allongement du mandat que j'interrogeais. Mais voilà. Quelle est la motivation? C'est pour la stabilité. Nos pays ont besoin de rigueur économique. Nos pays ont besoin de stabilité. C'est ça qui sécurise les investissements. C'est le temps de la mise en œuvre des projets de l'offre de gouvernement? L'offre de gouvernement, après, il faut mobiliser les moyens. C'est ça. Que vous vous souvenez quand le président Patrice Talon allait prendre le pouvoir au Bénin, je me rappelle encore les critiques sur vos plateaux. Les gens disent qu'on pourrait mobiliser le moins de financement. Et ça, tout le monde, fouillez vos archives, vous allez voir. Il n'a aucun réseau, lui, c'est le Bénin, il ne pourra mobiliser le moins de financement. Et par son leadership, avec l'appui de celui qui est désormais, nous, notre candidat, d'accord, ils sont allés, ils ont traversé monts et vallées, et les capitaux sont arrivés. Là où on n'attendait même pas des Africains. Et parfois en compétition avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, des eurobonds. Avant que Patrice Talon et Roméo Adewadayi ne prennent la destinée de nos finances ici, du pays, on ne pouvait pas savoir qu'une dette que vous avez contractée très chère, vous pouvez aller la troquer contre donc, un financement pour parler terre à terre, à taux réduit. Ils ont fait ça. Même des emprunts qui ont été faits, très chers, que nos enfants devaient payer avec de la CIE. Ils ont les thèmes techniques là, je ne peux pas tout dire, mais c'est de la fierté. Ils ont le marché international, là où le Nigeria n'a pas pu, là où le Sénégal n'a pas pu, là où d'autres pays n'ont pas pu. La Côte d'Ivoire n'a pas pris. Le Bénin, et vous connaissez la position. Tout n'est pas parfait, hein? Tout n'est pas encore parfait. Mais c'est dans la durée, donc, que les choses vont s'établir. Et c'est pour ça qu'il faut de la stabilité. Justement, la stabilité, derrière la stabilité, il y a sans doute cet élément qui a motivé l'allongement du durée du mandat, notamment présidentiel et aussi législatif. Ici, je veux dire, est-ce que cette dynamique-là a pris en compte la durée du cycle de mobilisation, de réalisation des projets, de mobilisation des financements, des décaissements, des réalisations? C'est pour ça que, un mandat de 5 ans ne suffirait pas? Mais tout le monde le sait désormais. Le président Talon nous a dit, parlons, s'il est à l'action, parfois il lui arrive de s'ouvrir à nous. Regardez le projet d'assainissement du Grand Nokoué. Ça a mis près de 4 ans à se mettre en place, les études et autres. Vous l'annoncez dans vos projets de société, le PAG le consacre et les études vous prennent 3-4 ans. Après, il y a le cycle de mobilisation du financement et après de la réalisation. Voilà. C'est vrai que malgré nous, le président de la République avait dit, et pour ceux qui le connaissent et qui connaissent les membres de sa famille, il a même menacé. Les gens là-dessus, parce que lui pensait que il va mettre en place la réforme du système partisan et puis. Mais les choses ne se passent pas aussi facilement que ça. Le Bénin n'aura pas été le seul à
Et puis, voilà, non, on ne veut pas faire pas ça, on ne veut pas le faire par mimétisme, on le fait compte tenu des problèmes réels qui se posent. Des expériences capitalisées. Capitalisées. Et depuis que le président Talon a annoncé son départ du pays, faites une petite investigation au niveau des marchés financiers et vous allez voir comment ça se passe. Allez au Sénégal, vous attendez l'actualité du Sénégal. Ils n'ont plus d'investissements étrangers qui viennent au Sénégal. Parce que l'opposition a parlé, même au Bénin, ici, on dit on va tout gâter, on va tout remettre en cause. Bon, quand les opérateurs entendent ça, ils frémissent. Mais voilà que nous sommes attachés à la démocratie. D'accord? Donc, nous allongeons le mandat pour permettre un peu plus de stabilité renouvelable. On aurait pu, parce que si je dois rester logique à ce que je dis, le renouvelable, là, on aurait pu sauter. Mais nous n'avons pas sauté ça. Renouvelable une seule fois. Nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Qu'est-ce qui nous empêchait de sauter ça? Puisque ça ne profitera pas au président Patrice Talon. Mais nous avons dit, conservons ça et nous allons évaluer. Il faut l'évaluer. Et vous savez que nous avons... Vous pourriez pas toucher à une disposition aussi sanctuarisée sans vous en remettre à la volonté du peuple, à interroger... On ne fera pas ce débat aujourd'hui, on n'a pas touché à ça, on avisera. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons des élections générales qui s'organisent. Quand vous avez mis le mandat présidentiel à 7 ans et que vous n'harmonisez pas avec les autres types d'élections, vous n'aurez plus des élections générales. Vous savez, le mandat... Il y avait aussi un souci de cohérence. Le mandat des députés en exercice, c'est 3 ans. Pourquoi? C'est pour pouvoir faire des élections générales en 2026. Pour les aligner. Voilà. Aussitôt, nous avons décrété, nous avons légiféré sur les élections générales. Vous mettez le mandat du président qui se justifie au moins, c'est très clair, à 7 ans, et vous laissez les autres mandats à 5 ans ou à 4 ans et tout ça. Vous n'aurez pas des élections générales. Ne serait-ce que cet aspect-là. Je ne dis pas les autres intérêts à avoir allongé le mandat des députés et tout. Et puis, c'est nous qui avons voulu le faire. Parce que aussi, nous sommes omnibulés, la démocratie, on va nous critiquer et tout. C'est nous-mêmes qui l'avons fait. Ce que les gens s'appellent nuitamment. Et cette révision de 2019 aussi, on l'a consacrée la nuit. Ça, c'est un fait objectif, on ne l'a pas inventé. Mais je dis, c'est la nuit. Quand vous commencez les discussions et que la nuit vous surprend, vous faites comment? Vous rangez bagages, vous partez. Oui. Et la nuit, on a fait quoi? La nuit, sous le coup de la fatigue, non, quand même, non, ne dites pas ça. Pas. Non, ne veut pas voter pas. C'est pas non. Oui, mais c'est humain. Il y a des discussions en commission et tout. Les travaux se matchent en commission et tout. Le reste, à la plénière, c'est un peu de folklore parce qu'il y a les caméras et tout. Et puis bon, voilà, je ne dis pas que c'est pas parce que c'est la plénière qui prend les... C'est pas sympa de parler de folklore pour un travail. Non, je dis parfois, non, mais vous êtes en commission, vous faites des amendements, c'est accepté, tout ça là, le texte est consolidé. Mais quand les caméras viennent, vous vous mettez sur vos cartes et vous parlez parfois. C'est quand même important aussi de regarder dans les détails. Mais je ne critique pas parce que nous-mêmes on le fait. Voilà, donc c'est le parlementaire qui parlemente. Voilà. Donc c'était pas méchant ce que je vous dis là. Donc pour faire bref, c'était une raison suffisante pour que nous ayons les aliments, pour qu'on ne fasse pas la présidentielle un jour, législative un second jour, communal le 3e jour, ainsi de suite. Donc allongement des mandats électifs, pour viser la cohérence de l'alignement des mandats, mais en même temps justifié pour donc la stabilité au niveau de politique publique, au niveau donc de l'élection principale qui est l'élection présidentielle, et du coup les autres s'imposent. Et au-delà de la stabilité, quand même conforter le temps du déploiement de l'offre au-delà des autres gouvernementale. Au-delà des autres raisons. Voilà. Alors, vous avez été un peu rigoureux, sévère vis-à-vis des députés, donc en indiquant qu'en stipulant que tout député qui démissionne de son parti, il perd en même temps son mandat. Mais, il est déchu. Monsieur Sounouveau, ce n'est pas ce que vous avez toujours souhaité? Quand on a fait les réformes politiques, la charte des partis politiques, on nous a reproché de n'avoir pas réglé ce problème. Quand nous sommes parvenus enfin à toucher à la révision de la commission salvatrice, c'est ça qui a permis d'avoir plus de femmes au Parlement, c'est ça qui a permis d'abolir la peine de mort, c'est ça qui a permis d'instaurer des élections
générale et c'est ça qui a permis de reconnaître que les religions endogènes et puis qui a permis. Et ça a été fait notamment, c'est ce que je vous développais. Donc ne se voit pas la nuit pour faire du mal. Vous dites ça pour chariter la critique. Non, mais c'est la critique, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Les bonnes choses aussi se font. Vous voyez. Et donc, par rapport à cette clause-là, introduite dans la Constitution, on avait une limite constitutionnelle. Parce que la question a été posée depuis, et pour ce qui me concerne, depuis la 7e législature. On a voulu le faire. Mais si on le faisait, on allait être en porte-à-faux avec la Constitution. Pour pouvoir faire des mesures préférentielles, pas de la discrimination positive au profit des femmes, il a fallu toucher à un article de la Constitution. Donc, tant qu'on n'a pas mis dans la Constitution ce qu'on a fait là, on n'aurait pas pu le faire. Maintenant, ça vient avoir son ciment dans la Constitution que vous quittez, vous partez. C'est ce que les citoyens ont toujours demandé. Ça se fait au Sénégal, ça se fait partout. Et vous comprenez que nous sommes dans une recomposition de la classe politique. Personne n'est exclu. C'est ensemble et nous sommes les fils de ce pays. Même les démocrates là, nous leur tendons la main. J'ai eu coutume de leur dire au Parlement, nous allons dans une compétition. Nous voulons assainir le paysage politique, la classe politique. La compétition sera rude. Si au thème de la compétition, c'est vous qui m'avalez, je fais allégeance et nous allons faire un grand parti ensemble. Mais si c'est moi qui vous avale, mais alors mes mains sont tendues. Voilà, les partis de la mouvance sont là. Comme démissionnaire que vous recevez à tour de bras depuis? Mais pas à tour de bras, moi je ne les ai pas encore vus. Mais demain ceux de Cotonou ont une sortie à Midobo et on compte bien aller les encourager. Parce qu'ils ont dit non, que cette fatwa décrétée contre la pensée de Patrice Talon, que trop c'était trop et qu'il fallait en finir. Parce que ce n'est pas ça. Eux autres, ils ont une vision. Ils disent des choses, mais leur chef a un problème personnel à régler avec le président Patrice Talon. Et ça date de très longtemps, avant même que le président ne vienne dit. Il a dit au cours de sa dernière sortie médiatique. Mais il n'a pas dit la persécution qu'il a subie avant même de venir au pouvoir. Il a déploré la guerre entre deux personnalités politiques qui prend en otage le sort d'un pays et il a souhaité que il a pris le cas... accorde au pays une retraite qui lui permette de respirer. Il a pris le cas où il est venu à la charge. Mais avant ça, nous avons supporté ça douloureusement. Sur vos plateaux ici, immolé des bœufs et qu'on a exhibé à la plateau et on a mis la tête de Patrice Talon dessus. Est-ce que c'était normal? Vous profitez aussi pour faire des pics, c'est normal. On est en politique. Ah non, mais c'est ce que vous avez subi. Honorable, je vais vous poser une question que tous les Béninois se posent. C'est une question suspicieuse, qui porte une grosse suspicion sur des intentions cachées, qui seraient cachées derrière cette révision constitutionnelle. C'est un moment important de ce plateau et cela vous sera présenté demain. Est-ce que, avec cette quantité d'articles modifiés et d'autres articles nouveaux introduits dans la Constitution du Bénin, vous n'essayez pas de manière sibylline de crier, de nous faire entrer dans une nouvelle république, remettre les compteurs à zéro pour permettre à votre champion, à bon nom, Patrice Talon, pour ne pas le nommer, de rempiler pour un troisième mandat déguisé? Cher ami, vous avez pris très mal de précautions pour poser la question, mais la réponse est banale. Est-ce que c'est une question grave? Oui, la réponse est banale. Comment vous aurez pu créer le Sénat sans mettre un dispositif en place pour dire un minimum sur ce que ça doit être? Ça nécessite la création d'articles. Ouais, 2 chambres au niveau du législatif. L'une des chambres, c'est l'Assemblée nationale. Si on devrait même suivre le nombre de dispositifs qu'il y a autour de l'Assemblée nationale et le reconduire vers le Sénat créé, on aurait eu plus. Déjà, c'est à travers tout le test, les dispositions qu'on a dû changer, toucher et tout, du fait du Sénat, vous en avez une dizaine dans le nombre que vous indiquez là. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas des éléments nouveaux. Depuis, nous tournons autour de 3 à 4 éléments essentiels que nous avons touchés. Et quand vous l'opposez de cette manière au nombre d'articles, le public peut-être ne peut pas faire le rapport. Depuis là, on tourne autour de 3 à 4 points. C'est ça, c'est les points essentiels que nous avons touchés. Nous avons dit le Sénat. Après, nous avons dit quoi? Nous avons dit le mandat. Nous l'avons dit.
Et dans le préambule, après, nous avons parlé de trêve, on en a parlé. Vous avez stipulé dans le préambule de la nécessité de préserver les acquis de développement, mais les acquis démocratiques, je n'en ai pas vu trace. Mais les acquis démocratiques, la démocratie, regardez les attributions du Sénat. Ils sont là pour veiller à la démocratie, à la stabilité politique du pays. Honorable, voilà. Et je réponds à votre question. Répondez à ma question à présent. Je vais répondre à votre question. J'ai dit sur des plateaux, et avec vous ici, au Bénin ici, le jour où un président de la République, un député ou un autre, va initier une révision constitutionnelle. Opportuniste. Et que, non, je ne qualifie pas encore, et que dans la lettre de son projet ou de sa proposition, vous allez le voir supprimer le bout de phrase « Nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats », il faut nourrir de la suspicion. Mais tant que ce bout de phrase, je l'ai dit sur ce plateau, regardez dans vos archives, vous allez voir, tant que ce bout de phrase survivra dans la Constitution, personne ne pourra prétexter d'une nouvelle République pour se maintenir au pouvoir. À supposer même qu'il y ait le débat qui induise que ce qu'on a fait là suppose une nouvelle République. Tant que vous aurez dans le texte nul de sa vie, à moins de ressusciter. C'est le président de la République même qui a blagué autour de ça la fois dernière quand on lui a dit ce que disait. Et il le suit lui-même, à moins de ressusciter. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut saluer l'homme. Parce que tout le monde, au fait, vous avez parlé des populations au début qui étaient anxieuses et tout ça, mais au fait, ce que craignaient les populations, en ce moment précis, les députés sont en train de vouloir toucher aux têtes fondamentales pour permettre à Patrice Talon de s'éterniser au pouvoir. C'est ce qu'ils ont craint. Et là, le jour s'est levé et ils ont vu que cette décision de monsieur, chapeau à notre chef, que cette décision-là, ça demeure. Donc vous n'avez pas et que nul de sa vie, on l'a amélioré. Avant, là, il y a eu des débats sur les plateaux pour dire en aucun cas, nul. En aucun cas, là, on a enlevé pour que cette contradiction suspicieuse-là, on veut enlever la suspicion pour être clair. Nul de sa vie au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats. Et je suis en train d'entendre sur RFI. Quand RFI parle, ils vous disent quoi? 2 choses. L'institution du Sénat, l'allongement du mandat, et puis ils ajoutent le nombre de mandats reste limité à 2. Et donc, Patrice Talon ne se représente plus. Est-ce que vous m'avez entendu? Mais ce n'est pas à RFI de donner caution. Voilà, mais je ne dis pas caution. Vous avez posé. Si, non, mais s'il vous plaît. Vous parlez aux citoyens. Merci. Non, mais attendez, vous nous avez rassurés. Mais je parle de partout. Non, mais il y a le Bénin qui devient une école, non? Mais ceux qui drainent l'information vers l'extérieur, il y a vous, mais il y a les autres. Mais c'est ce que je vous dis. Les autres aussi nous écoutent. Et tout notre peuple a craint que nous étions vus pour que le président Patrice Talon. Mais il y en a beaucoup qui disent, mais allez, faites ça hein, pour qu'il reste. Vous savez que beaucoup disent ça aussi, mais nous ne l'avons pas fait. Merci. Saluez-nous pour ça. Merci, c'est pour ça que je vous dis merci. Au nom du peuple qui nous suit, voilà, le député Orden Aladati était passé pour nous apporter de l'éclairage sur les intentions, expliquer les conditions dans lesquelles le vote de la modification constitutionnelle est intervenue dans la nuit du vendredi au samedi. Il nous rassure que, en tout cas, quelque attachement qu'ils aient à leur champion Patrice Talon, les acteurs politiques de la majorité présidentielle n'ont pas l'intention de le priver de ses vacances parce qu'il a envie d'avoir une autre vie après ces 2 mandats. Merci d'être passé nous rassurer. Merci pour vos éclairages. Mais merci à vous. Et que mais les vacances de Patrice Talon, il doit nous appuyer. Nous sommes demandeurs. Il doit avoir un œil sur nous. On le veut bien. Cela appartient à vous. C'est des arrangements pour vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Et que vive la démocratie au Bénin. Et vive le Bénin. Que vive le Bénin. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être passé.